Je reçois Pierre Pélissier, auteur d'une monographie intitulée Dien Bien Phu, 20 novembre 1953, 7 mai 1954, parue aux éditions Perrin. Et nous évoquons ces quelques mois précédents la fameuse bataille dont nous fêtons, dont nous commémorons plutôt les 50 ans. Alors, Navarre est envoyé en Indochine, il part pour Saïgon au mois de mai 1953. Quelle va être l'analyse de la situation ? Il fait une analyse étrange parce que ce que l'on lui dit à Saïgon ne recoupe pas forcément ce qu'on lui dit à Hanoï. Et comme je vous l'ai dit, il a tendance à minimiser les renseignements du deuxième bureau. Il va donc préparer en quelques mois un plan, qu'on appellera le plan Navarre, qui est une chose assez compliquée. On ne voit pas très bien ce qu'il veut faire. D'ailleurs, comme le gouvernement ne le sait pas non plus, il y a un problème sur la défense du Laos. Faut-il ou non défendre le Laos? Il est partisan, lui, de défendre ce bon allié. Faut-il maintenir la présence française et la fortifier en Cochinchine? Ça serait pas mal non plus. Faut-il essayer de s'implanter en Annam? Pourquoi pas? Et finalement, il décide qu'il est urgent d'attendre. Or, il ne va pas attendre. Son plan prévoit qu'il va consacrer l'année 54 à reconstituer un corps de bataille, à s'arranger pour que ses troupes soient aussi nombreuses et aussi fortes que celles de Gap. Or, nul ne sait pourquoi, 54, c'est un an après sa grosse offensive, celle qu'il lance sur Dien Bien Phu, et qu'il va doubler par une autre. Donc il s'est passé quelque chose dans la tête de Navarre que je ne peux pas expliquer. Rien n'apparaît très clair. Il est venu à Paris, il a dit « Je lancerai mon offensive à la fin 54 ». Il va la lancer en novembre 53. J'ai besoin de renforts, il les aura jamais, mais ça ne change pas ses plans. Il y a quelque chose d'étrange. Il s'est, je pense, plus ou moins laissé intoxiquer, ou il s'est intoxiqué tout seul, c'est encore plus grave, parce que toute l'équipe qui est au Tonkin, avec le général Conny, avec lequel d'ailleurs ne va pas s'entendre, toute l'équipe Conny va ne cesser de l'avertir des erreurs qu'il s'apprête à commettre ou qu'il commet. Et il y a une sorte d'entêtement. Il n'y a guère que Jean Pouget pour dire non, non, mon patron s'est pas trompé, c'est les événements qui. Jean Pouget est très gentil pour son patron. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien. Quand on lit en détail le plan Navarre, on s'aperçoit qu'il n'a pas suivi son propre plan. En tout cas, il n'avait pas les moyens même de le suivre. En mai-juin 53, nous oscillons toujours, j'allais dire, entre l'Indochine et la France, mais nous sommes obligés, dans les mois précédents, c'est la fameuse bataille. La France est en crise, elle cherche un gouvernement. On met 5 semaines à trouver un gouvernement. Oui, mais ne soyez pas choqués, c'était presque la tradition, à part quelques événements où ça s'est réglé en 15 jours, 3 semaines, c'était plutôt 5 semaines que 3 jours. René Mayer est tombé, on a cherché, effectivement. Alors, il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils avaient peut-être un peu trop d'idées, je pense à Paul Reynaud ou à Bidault. Il y a des gens qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas assez d'idées, et puis il est sorti du lot un peu... par facilité, Joseph Laniel. Joseph Laniel était un très bon serviteur de la 3e. Il avait bien servi la 4e. Il avait été un résistant héroïque. Bon, on va lui donner la présidence du Conseil. Pourquoi pas à son tour. Ce qui est drôle, c'est que Joseph Laniel va avoir d'autres idées en tête. Puisqu'on lui donne la présidence du Conseil en mai 53 et que les présidentielles sont pour décembre 53, pourquoi pas faire un petit tour d'essai si ça marche après tout? J'irai peut-être à l'Élysée, a-t-il pensé. Et ça me semble tout à fait évident. Alors, sur l'affaire indochinoise, vous écrivez qu'en haut de l'État, président du Conseil, ministre des États associés, donc qui était ce ministre qui gérait notamment la question indochinoise, et enfin le vice-président du Conseil, avaient chacun un droit de regard, mais que leur vue, au fond, n'était ni identique ni simultanée. Et que là encore, ça va participer, j'allais dire, d'une confusion et d'une absence de décision. Oui, bien sûr. Vous avez donc Joseph Laniel qui doit tout régenter, c'est le chef d'orchestre. Paul Reynaud. Pourquoi Paul Reynaud, vice-président du Conseil, chargé du Vietnam? On se le demande. Bon, il a des connaissances, disons, économiques et financières. Il y a avec eux Bidault aux affaires étrangères, qui a son mot à dire. Pleven, chef des armées, a son mot à dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a perdu, je crois, à ce moment-là, je regarde très brièvement.
Non, ils sont 5 à pouvoir tous les 5 intervenir sous tous les dossiers. Hmm. Ça va entraîner d'ailleurs des conséquences dramatiques dans les comités de défense où on s'apercevra qu'il y a des fuites insensées. Est-ce que dès lors, la question indochinoise, non seulement est une question ambiguë, mais au fond est une question ingérée? C'est une question ambiguë depuis le départ et totalement ingérée depuis 2 gouvernements. Je pense que René Mayer n'a pas géré davantage que Laniel, c'est ingéré. Alors ça veut dire qu'on lance des ballons d'essai dans tous les sens, des bouteilles à la mer. Il y a cet appel à Ho Chi Minh. On ne sait pas très bien ce qu'on veut lui demander, mais on lance des appels, on passe par Moscou d'ailleurs, on envoie Alain Savary, le socialiste, à Moscou pour avoir des contacts. Ho Chi Minh, qui est au courant, il n'est pas tout à fait coupé des réalités, donne une très longue interview à un journal suédois, qui est une sorte d'appel aux Français. Mais comme ça se passe par les voies de presse, le gouvernement français ne répond pas. On manque toutes les occasions de se rencontrer et de discuter. Je pense qu'à ce moment-là, d'ailleurs, Ho Chi Minh se demande s'il arrivera un jour à vaincre les Français. Et puis, il y aura ensuite... les événements vont s'accélérer, ça sera moins bon par la suite. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ligne directrice du tout. Alors Navarre, lui, a un plan. Il revient en France et il le présente. Quelle est la nature de ce plan? Alors, ce plan, c'est je vais défendre le Laos. C'est curieux parce que tout le monde dira après, on lui a dit non. Il dira, on m'a jamais dit non. Et effectivement, on ne lui a jamais dit non. On n'a jamais dit oui non plus. Je vais reconstituer, je vous l'ai dit, mon corps de bataille pour la fin 54. Et puis, je serai en position de force pour battre le Viet Minh, tout au moins lui imposer des défaites qui seront importantes quand on voudra négocier aux environs de l'année 55. Ce plan, il y en a plusieurs versions. Je donne en annexe celle que Jean Pouget a conservée. C'est une version au crayon, une version presque dactylographique, qui montre que effectivement Navarre a des idées, mais elles ne seront jamais exécutées. Alors le problème, c'est que ce Conseil de défense du mois de juillet 1953, Vincent Auriol a demandé à ce que tout le monde mette les mains dans les poches et ne prenne aucune note. Pas de crayon dans la salle. Or, le plan Navarre est en grande partie la semaine suivante dans un journal qui à l'époque s'appelait France Observateur. Roger Stéphane a pratiquement eu les minutes de cet entretien. C'est quand même dramatique parce que Ho Chi Minh les a 8 jours après. Oui, alors c'est un des éléments majeurs de votre livre, c'est que vous montrez qu'au fond, il n'y a aucun secret. Et que même dans la cuvette de Dien Bien Phu, il est impossible de tenir un secret. Je pense que la tradition militaire, c'est que dans un camp comme Dien Bien Phu, il ne pouvait pas y avoir de secret. Tout le monde vit l'un sur l'autre, tout le monde vit coupé du monde, avec tous les tuyaux qui peuvent courir, les vrais comme les faux, et beaucoup de faux d'ailleurs. Non, le secret ne tiendra jamais. Il y aura toujours une pelure, un double qui partiront où il ne faut pas. Je pense qu'on sait à peu près tout à cause de ces fuites insensées et de cette paperasserie qui encombre des dizaines de cartons aux archives militaires de Vincennes. On retrouve des choses totalement folles dans ces archives. Tout le monde écrivait. Il y a des notes sur tout, il y a des notes pour débiner le voisin, des notes pour dire ce qu'il fallait faire et qu'on ne fait pas, des notes pour dire ce qu'il ne faut pas faire et qu'on va faire, mais c'est hallucinant. Alors, il y a un fait militaire qui est important, c'est le retrait des forces françaises de Nassan, que vous évoquiez tout à l'heure. Là, c'est une victoire, et au fond, un retrait des forces françaises dans ce cas-là est considéré comme une victoire parce que c'est une position de repli, tout simplement, à la suite d'une technique qui est la technique du hérisson. C'est un vrai succès, et c'est en cela que le succès est gênant. Ça a l'air étrange, mon histoire, mais on est dans un camp retranché, qui est plus petit que la vallée des Bien Phu, avec une piste d'aviation. On va réussir à sauver tout le monde, y compris les supplétifs et les familles. C'est-à-dire que lorsqu'ils prendront le camp, le Viet Minh ne trouvera que les dépôts de munitions sabotés et du riz enduit de pétrole. Alors pourquoi ce succès? Alors, là, il y a un petit problème. Le succès tient à un détail totalement stupide. La radio Viet Minh tombe en panne. Les observateurs du Viet Minh qui sont à vue du camp constatent que la France envoie des renforts, disons le lundi. Et c'est vrai, on envoie des renforts le lundi, mais ce n'est qu'un leurre. On envoie des gens qui ne sont pas là pour rester, qui repartent le lendemain. Le Viet Minh croit que nous envoyons des renforts, les services de renseignement Viet transmettent les messages à Giap et la radio tombe en panne.
La radio est en panne 3 jours et les télégrammes des agents d'enseignement sont de plus en plus précis. Les Français partent, les Français sont en train de tout enlever. La radio ne marche pas. Et quand c'est terminé, quand la radio fonctionne, l'opérateur Viet prend la pile de papier, la retourne et redémarre dans l'ordre logique où ils y sont arrivés. Et le dernier qui transmet, c'est les Français sont partis, ils ont réussi. Voilà. Cela dit, on a quand même fait une chose énorme. On a, avec ce pont aérien, complètement sauvé la base de Nassan, ce qui va faire croire, et c'est là que les choses s'aggravent, ce qui va faire croire que l'on peut sauver un camp tranché. Alors venons-en justement à Dien Bien Phu. L'envoi des troupes sur Dien Bien Phu s'appelle l'opération Castor. Pourquoi d'abord cette attirance de Navarre? Et d'abord, au fond, que signifie Dien Bien Phu? Dien Bien Phu est une vallée qui n'est pas sans importance, qui a toujours joué un rôle dans l'histoire du Tonkin. Il y a là, au fond de cette vallée, dont je vous donne à peu près la taille, lorsque le point d'appui français le plus au nord, qui est Gabriel, sera implanté, il sera pratiquement à la place de la Bastille à Paris. Et le plus au sud, Isabelle, sera à la Défense, au cœur du quartier d'affaires de la Défense. Ça vous met une douzaine de kilomètres entre le nord et le sud. C'est pas une vallée. Nous ne sommes pas dans un petit camp, nous sommes véritablement dans un trop grand camp. Lieu immense. Dans un lieu immense, difficile. Il y a au milieu de cette vallée une piste d'aviation qui date de bien avant-guerre. C'est une piste d'aviation de secours. À l'époque, on avait toujours peur que les avions arrivant d'Europe vers les Indes aient besoin d'un terrain de secours. Et cette piste était faite pour récupérer les avions de ligne en difficulté. Elle date de l'avant-guerre. Pendant la guerre, les Japonais l'ont utilisé. Nous l'avons retrouvé en 1944. Les Viets l'ont repris et l'ont démoli. Alors, la vallée de Dien Bien Phu, c'est une vallée occupée par des petits villages, 4 ou 5 petits villages, avec une rivière. Il y a des hauteurs autour, mais les hauteurs sont pas dominantes. C'est presque la butte Chaillot par rapport à la Seine. Et derrière, le Sacré-Cœur, puis après, les choses s'élèvent et sont de toute manière dans la jungle. Et on s'implante là parce que Navarre a l'idée la plus folle qui soit, et tout l'état-major de Cogny va lui dire « Arrêtez les bêtises, c'est pas possible ». Il prétend qu'une base comme ça peut empêcher le Viet Minh de marcher sur le Laos. Le Viet Minh, ce sont des guérilleros de brousse, de jungle. La base, ils vont la contourner 3 km au sud ou 3 km au nord. Il ne va pas les tenir en place. Et Cogny n'est pas le seul. Tout le monde. Tous les gens qui sautent. Gilles, qui a créé Nassan et qui est le premier patron de Dien Bien Phu, disent la même chose. Et puis, bon, on se retrouve là avec Diap qui trouve que c'est quand même tentant cette proie. Nous sommes le 20 novembre. Et voilà, le 20 novembre, les parachutistes français sautent, ils tombent sur des troupes vietmines à l'entraînement et commence l'affaire de Dien Bien Phu. 3 mois horribles. Comment va se passer cette installation ? L'installation. Vous citez la réception un peu chaude du Viet Minh. Matériellement, comment cela se passe ? Assez simplement. Il y a tout de suite, dans les 2 premiers jours, 4 bataillons de parachutistes qui vont dégager la cuvette, mettre les premières zones défensives, s'installer, creuser les premières tranchées. Quand les hommes de Bijard sont là, on creuse des tranchées. Ça, c'est magnifique, c'est immédiatement. Donc, ils organisent leur défense et très vite, on va commencer à faire des explorations autour de la cuvette et s'apercevoir que les autres ne sont pas partis très très loin. Il y a 2 dates à retenir en décembre. C'est vers le 20 décembre, on décide d'abandonner un autre poste, un autre hérisson qui s'appelait Lai Shau et de refluer sur Dien Bien Phu pour renforcer la garnison. Le seul inconvénient, c'est qu'ils partent à 3000 de Lai Shau, ils n'arrivent pas à 200 à Dien Bien Phu. Alors bien sûr, certains sont rentrés discrètement chez eux, ce sont des supplétifs, mais la perte est énorme. Et la Légion et le régiment de choc ne vont pas très loin, ils sont accrochés par le Viet Minh très très près de Bien Phu. Cela contraste avec la victoire de Nassan. Totalement, et c'est le signal d'alarme. C'est ce jour-là qu'il fallait comprendre qu'il se passait des choses. La deuxième chose étrange, c'est l'opération Régate. Est-ce qu'on a le droit d'appeler une opération Régate en pleine jungle tonkinoise? Il faut aller faire une liaison pour montrer que le Laos, c'est la porte d'à côté. Alors, on va partir à pied au Laos. Les gens du Laos vont venir et à mi-chemin, on va se dire bonjour, on va se serrer la main devant les photographes de presse et chacun va rentrer chez soi. Seulement, la chose se passe beaucoup moins bien que prévu. Le colonel Langlais, qui est d'ailleurs handicapé après un saut en parachute raté, veut rentrer par les fonds de vallée. Le patron du 8e choc, Touret, veut rentrer par les hauteurs. Les 2 hommes s'accrochent, s'engueulent. Le capitaine a raison.
raison, mais le colonel ne parlera jamais au colonel d'avoir raison. Mais ce jour-là, on sait qu'on ne peut plus sortir de Dien Bien Phu. Nous sommes le jour de Noël. Le jour de Noël, c'est fini. Dien Bien Phu est encerclé.